très nombreux à nous suivre, particulièrement ceux qui sont au niveau de Bukavu. Merci à vous qui nous suivez parce qu'il y a déjà des signes, des signaux qui nous viennent de là. Bienvenue Kaleba. Alors, on va parler du discours du chef de l'État, les députés nationaux, Ngoué Kassanji. Bienvenue. Merci Jean-Van David. Voilà, comment avez-vous trouvé les discours du chef de l'État? Un discours d'un véritable patriote, engagé, déterminé à restaurer la paix dans son pays. Mais plusieurs sujets ont été galvaudés par le chef de l'État. Comme par exemple le sujet sur la CENI. Il n'a pas beaucoup plus insisté, la CENI. C'est-à-dire que où la classe politique demande à ce qu'il y ait consensus. Parce que c'est l'État de la nation. Il devait revenir aussi sur ça. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a encore un problème de consensus? Mais jusque-là, aujourd'hui, la MOUCA, le FCC, les autres veulent à ce qu'il y ait consensus au niveau des désignations de la CENI. Lorsque le chef de l'État appelle à l'unité de tout Congolais, il devrait aussi tenir compte de ça. Je vous informe qu'il y a déjà des candidatures. Hein, des candidatures pour combler les postes. Mais comment? Qui sont restés vides. Comment ces candidatures ont été acquises? Comment? C'est comme dans une véritable démocratie. Des violations. Mais la démocratie n'est pas synonyme de l'unanimité. Donc, malheureusement, s'il y a l'unanimité, il n'y a pas de démocratie. Il faut que quelque part, qu'il y ait des gens qui disent non, ce qui est fait est mauvais. Ça, on va dire... Autre chose, autre question, c'est au niveau de la question RAM. Nous savons très bien que la commission ECOFIN a demandé la suppression de cette question. Parce que ne se trouvant nulle part dans le budget. Alors on a retracé, la commission a retracé, on n'a rien trouvé. C'est que s'il faut qu'il y ait suppression, qu'il y ait aussi remboursement de toutes les unités perdues. Mais le chef de l'État n'en a pas parlé. Oh, mais le chef de l'État n'est pas le gouvernement. Mais c'est l'État des nations. Le chef de l'État n'est pas le gouvernement. L'Assemblée nationale, la commission économico-financière de l'Assemblée nationale a trouvé qu'il n'y a pas de traces. Elle a fait les recommandations. Et nous, plénière, nous avons demandé à ce qu'il y ait une résolution de l'Assemblée nationale quant à ce. C'est-à-dire que chaque institution doit jouer son rôle. Le président de la République n'est pas le gouvernement. Mais déjà, le président de la République a été saisi bien avant. Bien avant, c'est-à-dire qu'il y a eu des remous dans la classe politique congolaise par rapport à cette histoire des rames. Et puisque c'est l'État de la nation, le chef de l'État aurait dû épingler cette affaire, ce dossier. Bien, le chef de l'État a parlé des grands sujets. Mais ça aussi, c'est un grand sujet. Des grands sujets. Ça fait partie du social. Un sujet qui a été traité par le Parlement dans ses prérogatives. Le chef de l'État n'y revient pas. Le gouvernement, à travers sa commission économico-financière, fait les recommandations. L'Assemblée nationale, à travers sa commission économico-financière, fait les recommandations au gouvernement. Et le gouvernement est obligé d'exécuter. Ce n'est pas le président de la République. Nous n'avons aucun rapport. Nous, Assemblée nationale ou Parlement, non, parce que on n'a aucun rapport avec le président. Qui dit État de la nation, c'est que le chef de l'État revient sur l'actualité de l'année. Et parmi des sujets brûlants, il y a le sujet des rames. Et ça fait partie du social. Jean-David, un sujet traité par le Parlement, réglé, le Parlement qui fait les recommandations au gouvernement. Comment le chef d'État va y revenir? Parce qu'il n'a aucun rapport avec le Parlement. Il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Il a parlé des grands sujets de la nation. RAM, ce n'est pas un grand sujet. Ça a été réglé. La commission économico-financière de l'Assemblée a dit qu'elle n'a pas trouvé quelque part les traces de cet argent, ni l'existence légale de la dite taxe. Et elle a proposé sa suppression. Et nous, plénière, nous avons acté. On a même demandé à ce qu'il y ait une résolution de l'Assemblée nationale au gouvernement. Et quand il y a une résolution, le gouvernement n'a qu'à exécuter. Comment est-ce que le chef de l'État devait revenir sur un sujet comme ça?
Le chef de l'État il a parlé des Mais grands vous ne voyez sujets. pas que des sujets d'ordre social n'ont pas vraiment été abordés. Regardez RAM, il y a aussi ce sujet sur les chiens-chats, les poissons limpiodis. Tout le monde attendait que les limpiodis viennent, puissent un peu abonder les marchés. Jusque-là, on continue toujours à attendre. On attendait à ce que les chefs de l'État puissent rassurer. Parce qu'on attend ces assurances de la part peut-être des autres personnes. Mais si lui, le père de la nation, les garants des bonnes institutions, rassurés, vous voyez l'ampleur que ça allait prendre. Vous savez, hein, par exemple, en ce qui concerne... je vous donne un exemple en tant que juriste. Hein. Vous avez la Constitution qui est la loi fondamentale. Elle lève les options. Mais il faut qu'il y ait des lois organiques pour appliquer, pour mettre en œuvre cela. Le chef de l'État lève les grandes options. Il donne les instructions au gouvernement d'agir. Il a donné les instructions au gouvernement de pourvoir au Piodi, au Saint-Chat, comme vous avez dit, qui doivent venir. Il a déjà levé les options, les fonds ont été débloqués, quitte au gouvernement d'approvisionner la ville. Et ça sera fait. Donc, il ne va pas se mettre là, il a déjà levé les grandes options. Là, si le chef de l'État devait parler de tout, aller en détail, est-ce qu'on ferait 1h, 1h20? Oui, mais il y avait peut-être d'autres sujets qu'il allait juste passer vite, mais s'attarder sur des sujets de l'heure. Parce qu'on s'attendait que le chef de l'État se prononce sur certains sujets d'ordre social et la population allait certainement se réjouir. Bon, quels sont les sujets aujourd'hui qui dépassent les tueries de l'Est? Mais j'ai énuméré. Les compatriotes qui meurent à l'Est. J'ai parlé des rames. RAM, c'est aussi une autre tuerie. Bon, mais ça, Jean-David, mais je vous ai dit que la question des rames est réglée par le Parlement. Voilà, autre sujet que le chef n'a pas abordé. Il y a le sujet sur le salaire. Les salaires des enseignants. Nous savons que la gratuité de l'enseignement, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Et par rapport à cette gratuité de l'enseignement, on s'attendait qu'il y ait quand même l'amélioration des salaires de ces enseignants, que le chef de l'État puisse parler, mais il n'a pas abordé. Il en a parlé. Il a dit que nous allons dégager. Ça nous permet, il faut mettre en place la Cour des comptes pour la lutte contre la corruption et ainsi de suite. Générer les fonds, pour générer les fonds qui vont appuyer la gratuité de l'enseignement. Il en a parlé. Pour venir en appui à la gratuité de l'enseignement. Oui, mais non, et l'effectivité de cette gratuité aussi, y compris les salaires des enseignants. Il en a parlé, il a levé les grandes options. Quitte au gouvernement de comprendre ce que le chef a dit. On dégage les fonds, il faut l'amélioration des salaires. D'ailleurs, il y a eu un compromis trouvé, il y a quelque chose qui a été ajouté, qui est au prorata des recettes que nous avons. Parce qu'on a un budget faible. Heureusement que ce gouvernement, à travers l'impulsion donnée par le chef de l'État, on a su avoir un surplus sur le budget. Jamais dans ce pays, on a atteint les prévisions budgétaires. Mais cette fois-ci, on a atteint les prévisions et on les a dépassées de 2 milliards. Ce qui est quelque chose à saluer. Et ces 2 milliards dégagés ont permis à ce qu'on puisse faire des ajouts sur les salaires de l'enseignant, des fonctionnaires, ainsi de suite, prime de ceci, prime de cela. Alors, il faut travailler davantage pour accroître nos recettes. C'est ainsi que, avec les appuis de l'extérieur du pays, parce que nous sommes devenus, on a quitté l'isolement diplomatique, et selon le chef de l'État, dans son discours, on a eu les engagements des partenaires bilatéraux, multilatéraux, à la hauteur de 4 milliards. Toutes ces choses permettent quand même d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Je vais vous informer, et ça le chef de l'État ne l'a pas dit. Par exemple, il y aura un parc agro-industriel à Ngandajika. Il y a 93 millions. Je pense que ça ne va pas créer de problème comme ça a créé Bukangaloz. Non. Ici, les choses sont bien étudiées. Là, ici, il y a l'IGF qui ne blague pas. Il y aura la Cour des comptes. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et nous sommes là en train de suivre toutes ces choses. C'est l'état des droits. Ngandajika. Donc, c'est la première tranche.
93 millions quelque chose. La BAD a déboursé ça, a voté ça, adopté. Et la deuxième phase aussi. Donc c'est un grand chantier qui va permettre de juguler la misère au centre de la République. Voilà. Et des projets comme ça sont nombreux et ça sera fait partout en République démocratique du Congo. Donc c'est un déclenchement, c'est une dynamique qui a commencé, qui se déclenche, comme quand un fusée démarre, il y a les étapes pour arriver dans l'orbite. Voilà. Il a parlé maintenant de l'insécurité dans l'Est, où il dit qu'il y a la mutualisation des forces, les troupes ougandaises qui sont venues en aide aux troupes congolaises. Mais il y a un problème, c'est que le chef de l'État n'a pas parlé des mécanismes d'accord avec ces troupes ougandaises, parce que jusque-là, il y a encore un flou. Il y a certains députés qui disent que c'est une question qui n'a pas été débattue en plénière, parce que ce sont des accords qui demandent ratification, chose qui n'a pas été faite. Dans son discours, il a informé la nation que le Parlement était informé. Le Parlement. Est-ce que vous avez été informé? Le Parlement était informé. Je suis membre du Parlement. Vous avez été informé. C'est-à-dire que nous avons été informés. Parce que bon, il y a certains... J'ai reçu aussi des députés qui disent qu'ils n'ont jamais été informés et qu'ils ne savent pas pourquoi certains députés sont en train de défendre l'accord pour lequel ils ne savent pas les tenants et les aboutissants. Bien, Jean-David, vous savez, en matière de sécurité, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être solennellement dévoilées. Cette guerre asymétrique que nous mènent les ADF viennent d'où? Les ADF viennent de l'Ouganda. Donc les deux pays sont frappés par ces phénomènes. Et pour indiquer ça, il faut une certaine stratégie qui passe, le Parlement est informé, parce qu'il ne faudra pas que certaines choses passent, ou parfois vous dévoilez une stratégie qui ne pourra pas aboutir. Donc il faut innover dans la manière d'agir. Donc voilà, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses partenaires ougandais, son partenaire l'Ouganda, ils ont résolu de combattre l'ennemi commun en montant à travers cet accord. Est-ce que, lorsqu'il fait appel à l'Ouganda, vous ne voyez pas qu'il y a déjà le Rwanda, parce qu'il y a d'abord des relations un peu tendues entre les deux pays. Déjà, on a suivi la ministre des Affaires étrangères rwandaise dire que le Rwanda est en train de suivre ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo par rapport à cette force-là de mutualisation. C'est qu'il peut y avoir d'autres choses que le Rwanda est en train de préparer, parce qu'il y a des relations tendues entre ces deux pays. Bien, les ADF ont leur origine l'Ouganda. Il n'y a pas que les ADF. C'est-à-dire, oui, certaines forces négatives, mais principalement... Il y a les FDLR aussi. Principalement, à un moment donné, le Congo, la RDC a combattu les FDLR conjointement avec le Rwanda. On n'a pas vu l'Ouganda élever les tons. Alors aujourd'hui, pourquoi le Rwanda élève les tons? Bon, est-ce que lever les tons, ça ne... Et pourquoi? Pour nous sommes un pays... Parce que ça, c'est une affaire de deux États qui sont indépendants, la RDC et l'Ouganda. Il n'appartient pas au Rwanda de pouvoir émettre des avis par rapport à ça. Le Rwanda jusqu'ici n'a pas émis un avis plus ou moins négatif. Oui, mais oui, c'est suspicieux cet avis. Lorsqu'il dit qu'ils sont en train de suivre, en tant que qui? Ils suivent, en tant que qui? Ce sont des pays frontaliers. Oui, mais... Ils doivent suivre des craintes. Ou bien des craintes que... Le Rwanda avait aussi trouvé une raison pour aussi venir attaquer certaines forces négatives ici. Bon, Rwanda, nous sommes un pays indépendant. On ne peut pas violer l'intégrité territoriale de la RDC. Je ne crois pas. Donc si Rwanda veut nous attaquer, le Congo est là pour répliquer. Donc je ne pense pas qu'on en est là. On a les relations excellentes entre le Rwanda et la RDC. Au niveau des deux présidents, on s'entend bien. Bon, alors, la mutualisation des forces entre l'Ouganda et la RDC pour combattre
un ennemi commun, je ne pense pas que ça pourra avoir un impact négatif sur nos relations avec le Rwanda. Je ne le souhaite pas. Voilà, vous ne le souhaitez pas. Dans le discours du chef de l'État, vous êtes élu de Mbuji-Mayi, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Est-ce que votre province s'est retrouvée dans ce discours? Oui, je prends un volet. Voilà, allez-y. Le volet de la route Kalamba-Mbuji, Kananga, Mbuji-Mayi. Okay. Vous savez l'impact de cette route. Une fois asphaltée, nous connecte directement au port de Lobito, qui est un port de proximité. Au lieu de parcourir des milliers de kilomètres pour arriver en Tanzanie à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam, comme on le faisait, au port de Durban, maintenant nous avons un port qui est à côté. Quel est l'avantage que nous avons là-bas? Nous allons évacuer notre production. Donc nous allons accroître la production parce que nous pouvons vendre notre maïs en Angola, nous pouvons vendre notre arachide, ainsi de suite, l'envoyer, même à l'étranger, à l'extérieur du pays, l'haricot, ainsi de suite. Donc on aura un plus-value. Et nous pouvons recevoir facilement. Le Kasaï aussi aura une douane, les recettes douanières. Parce que les recettes douanières, on dit toujours nous sommes des provinces pauvres, tout ça. Alors que nos marchandises sont dédouanées à partir du port de Kasumbalesa, Matadi, etc. Alors maintenant, nous aurons un port, nous aurons aussi une frontière. Et nous avons des marchandises qui entrent, nous allons dédouaner, et les recettes douanières vont aussi faire du Kasaï aussi une province, un centre qui contribue au budget significativement au budget de l'État. Donc ça c'est un aspect que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit, le chef de l'État n'a pas tout dit. Okay. Il ne pouvait pas tout dire dans un discours d'une heure 20 minutes quand même. Mais il y a les actions en cours. Je vous informe que dans le volet de l'eau, par exemple, les travaux se font. Et la KfW, la Banque africaine de développement ont décaissé les fonds en faveur du projet prise. Donc l'eau sera desservie à la population de Mbuji-Mayi. Les chefs de l'État venaient de donner les instructions au gouvernement de prendre les mesures afin de mettre à la disposition un canal sur le site de Tchala 2. C'est un projet que j'avais commencé depuis 2014 qui avait souffert de ce canal-là. La KfW n'avait besoin d'un canal pour nous construire une centrale de 8 MW. Les 20 millions sont disponibles, mais depuis 7 ans, 8 ans même, ce projet a souffert d'une exécution parce que tout simplement l'AMIBA ne voulait pas. Alors, une fois cette centrale construite, on règle les problèmes de la desserte en eau, desserte en électricité, partiellement parce que nous attendons le courant qui vient de Tubidi et celui qui vient de Katende. Donc le chef de l'État n'a pas évoqué tout ça. Il y a les travaux de l'aéroport qui sont en cours. Donc ce sont des projets qui ont commencé depuis 2017 qui sont en cours. Le chef de l'État n'a pas parlé de ça. Il y a le projet Tchilé-Gilou, par exemple, les projets de lutte contre la corruption. Et vous en êtes tout avec ces projets-là, parce que c'est un peu... Je sais qu'il y a à redire. Il y a beaucoup de choses. Il y a à redire. Il y aurait eu magouille ou gestion. Mais ça, nous allons voir au niveau du Parlement ce que nous pouvons faire. Et il y a aussi l'IGF qui est à pied d'œuvre pour ça. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes avec votre question orale? Vous aviez adressé une question orale au ministre de l'économie, c'est ça? Au ministre de l'économie, oui. Je l'attendais. Mais curieusement, c'est à 10h et quelques minutes. Il était prévu, il devait arriver. Pendant que la plénière devait démarrer, je reçois un appel de notre rapporteur qui m'annonce que le ministre venait d'écrire à l'Assemblée nationale pour informer notre institution qu'il allait en mission officielle à Windhoek. En Namibie. Bon, mais... toujours par rapport à cette histoire des chiens-chats. Je pense. Mais je crois qu'il y fallu, pour ma part, c'est une question qui intéresse tous les Congolais. Parce que même à la longue, nos marchés là sont menacés de disparaître. C'était quoi votre question, Rad?
les petits commerces exercés par les expatriés. Les expatriés, importateurs. Ils sont importateurs, mais ils viennent vendre en détail. Même l'aiguille est vendue en détail là-bas. Dans les petits... Comment est-ce que le Congolais va survivre? Or, le Congolais achète en gros pour venir vendre en détail. Donc, les petits commerces des Congolais tenus par le Congolais sont menacés aujourd'hui, n'existent pas. Les produits de quincaillerie, les produits de consommation, tout est vendu par les grossistes, par les importateurs, mais en détail. Et c'est partout, même dans les milieux ruraux. Ça prolifère, ça s'accroît, et ça n'inquiète pas le gouvernement qui est appelé à promouvoir la classe moyenne. Donc, comment est-ce que les Congolais vivront? Comme vous le savez, les emplois sont encore difficiles. C'est un chantier difficile dans notre pays. Et les Congolais vivent à travers les petits commerces. Mais ces petits commerces, quand il est exercé par les expatriés, c'est compliqué. Voilà, merci beaucoup. Une petite question pour terminer. Il y a eu des escalades verbales au niveau de l'Assemblée nationale entre le président de cette institution et Delis Sesanga. L'un qui traite l'autre de délinquant et délinquant voyou. C'est un peu fort ça. Ça ne vous honore pas. Je crois qu'on aurait souhaité, on n'aurait pas souhaité ça. On aurait souhaité autre chose. Mais je pense que chacun de nous est astreint à certaines éthiques, déontologie. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se dire à un certain niveau de vie, de débat. C'est frustrant ce qui s'est passé, mais je crois que ça va se régler. Voilà, merci beaucoup Ngoï Kassanji de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition de Grand Salambo, c'est tout de suite. Alors, portez-vous très bien.